Vasque nous attend au palais du Luxembourg. Et puis, le risque terroriste. Le ministère de l'Intérieur a envoyé une note au préfet parce qu'une vidéo d'Al-Qaïda menace la France, en particulier Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Enfin, on verra de belles images des Jeux Olympiques. Coup d'envoi cet après-midi dans un stade quasi vide. Les plus belles images dans un instant. D'abord, le VAR et le masque qui fait son retour depuis ce matin. 58 communes sont concernées. Avant d'en parler avec nos invités sur ce plateau, Adrien Portron, vous êtes à Sanary-sur-Mer pour BFM TV. Est-ce que la règle est respectée là-bas ? La règle n'est pas forcément très bien respectée ici où nous nous trouvons à Sanary-sur-Mer. C'est vrai qu'il y a, malgré ce beau temps, un vent de scepticisme qui souffle sur le département du Var, des riverains qui sont dubitatifs face à cette nouvelle restriction, le port du masque obligatoire en extérieur, et pour plusieurs raisons. On va aller voir directement Stéphanie. Vous êtes donc une touriste, vous êtes en vacances ici à Sanary-sur-Mer. Expliquez-nous pourquoi vous décidez de ne pas mettre le masque ici. Alors déjà pour la température, comme vous pouvez le constater, il fait très chaud, on a moite, on est toute pleine chaleur. Et puis moi j'avais cru comprendre effectivement il y a quelques semaines que le président Macron nous avait dit qu'on pouvait l'enlever à l'extérieur. Et du coup, là, je vois des passants avec, d'autres sans. Donc du coup, je ne sais pas s'il faut le mettre ou pas le mettre. J'en ai dans mon sac, mais je vais peut-être devoir le remettre si c'est obligatoire. À voir. Mais... Vous pensez qu'il y aura aussi un manque d'informations par rapport à ce port du masque ? Oui, je pense qu'il y a des contre-informations, justement. On ne sait plus sur quel pied danser. On doit le mettre, on ne doit plus le mettre. Passe sanitaire, pas passe sanitaire. On est un peu perdu avec ce flux d'informations, donc du coup je sais plus trop, je sais pas. Je vois même pas de panneaux dans l'entrée des villes. L'année dernière, moi qui étais à Sanary, je voyais qu'il y avait des panneaux à l'entrée de cette place, et là je ne vois rien, donc je l'ai pas mis. Malgré ça, est-ce que vous comprenez qu'on prenne des nouvelles mesures ? Le variant Delta est particulièrement virulent dans le département. Pour éviter de nouvelles restrictions, est-ce qu'il ne faut pas malgré tout porter ce masque ? Si on veut éviter une 4e vague, je pense qu'on va devoir le remettre. Malgré la température étouffante, on va être obligé, effectivement. Je vais le remettre. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie. Une mesure qui s'applique jusqu'au 2 août pour les plus de 11 ans dans 58 communes sur 153 que compte le département du Var. Mais il y a quelques exceptions tout de même. Les espaces naturels, il n'est pas obligatoire de porter le masque. Et puis, il y a seulement quelques encablures d'ici sur ces magnifiques plages. Adrien Portron depuis Sanary-sur-Mer avec Domitie Berthaud. Bonsoir Ferdinand Bernard, vous êtes maire d'hiver droite de Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer fait donc partie des villes concernées. Est-ce que les habitants à qui vous avez parlé comprennent le retour du masque justement ? Écoutez, je pense qu'ils peuvent le comprendre, en tous les cas à l'admettre, mais de là à le faire respecter, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est la température. Tout à l'heure, il faisait 40 degrés. Et je n'exagère pas, 40 degrés, donc c'est difficile de dire aux gens portez le masque dans ces conditions-là, même si évidemment la loi et les textes s'appliquent. Et donc évidemment il va y avoir quelques difficultés, surtout qu'il y a énormément de monde dans notre région en ce moment, beaucoup plus que l'an dernier au mois de juillet, même les années d'avant. Donc ça veut dire que malgré tout les touristes sont quand même au rendez-vous ? Ah oui, ce mois de juillet, ils sont très largement au rendez-vous. Je pense qu'on a rarement vu autant de monde pendant le mois de juillet à Sanary en tous les cas. Ferdinand Bernard, pour l'instant, c'est le retour du masque. Peut-être que dans les autres semaines, il y aura des mesures un peu plus strictes. Ce n'est pas impossible. Est-ce que vous les redoutez justement ? Je les redoute parce que d'abord c'est pas agréable du tout et ensuite c'est de plus en plus difficile à faire appliquer, et donc devant l'imbroglio que nous avons de textes, de décisions qui sont quelquefois contradictoires du jour au lendemain, c'est une vraie difficulté, d'autant que quand même, je dois préciser, outre le fait qu'il y a la température, qu'il y a beaucoup de monde, nous avons le plan Vigipirate qui est renforcé depuis aujourd'hui, nous avons le plan l'alerte incendie pour les feux de forêt, donc ça fait quelques difficultés à gérer en même temps, avec des effectifs qui ne sont pas forcément renforcés, notamment au niveau des services de l'État. On n'est pas à la hauteur
des différents risques qui sont devant nous. Toutes les personnes à qui on parle en ce moment, les médecins en particulier, disent que pour éviter cette 4e vague, en tout cas pour tenter de l'endiguer, le seul moyen, c'est la vaccination. Est-ce que dans votre région, dans votre ville, les gens se font suffisamment vacciner ? Eh bien, écoutez, il y a eu une première phase où nous n'avions pas de centre de vaccination sur Sanary, donc on a fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que les personnes qui devaient se faire vacciner puissent le faire. Ensuite, nous avons un centre de vaccination éphémère. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de centre éphémère. Je ne sais plus trop ce qu'il se passe. En tous les cas, au niveau de la mairie, nous avons beaucoup moins de demandes, assez peu de demandes même, par rapport à la première étape de la vaccination, c'est-à-dire les premiers mois de l'année. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour inciter les gens à se faire vacciner ? On peut penser notamment au bord de la plage, à l'entrée des boîtes de nuit, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Ben écoutez, pour les boîtes de nuit, je ne sais pas, puisque nous n'en avons plus à Sanary, mais sur les plages, non. Ça a été quelque chose qui a été envisagé, mais nous n'avons pas, si vous voulez, de très grandes plages, donc il aurait fallu en mettre 4 ou 5 sur le territoire de la commune, c'était très compliqué. Et puis je pense que les conditions ne sont pas idéales avec les températures que nous avons pour faire de la vaccination en plein air presque. Merci Ferdinand Bernard, maire d'Yverdroit de Sanary-sur-Mer, d'avoir été avec nous sur BFM TV. On va continuer de parler de toute cette actualité avec nos invités en plateau. Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Jean-François Corti, médecin généraliste. Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Et enfin, David Guiraud, porte-parole de la jeunesse de la France Insoumise. Prisca Thévenot, on a entendu dans le reportage qu'on a vu à l'instant, une femme dire « on ne sait plus sur quel pied danser ». Comment ça se fait ? Est-ce que le message du gouvernement n'est pas un peu brouillé depuis quelque temps ? Non, le message du gouvernement est assez clair. C'est qu'on est en train de vivre une 4e vague qui est extrêmement importante, extrêmement virulente. Maintenant, effectivement, c'est vrai que si on va sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il y a énormément d'informations qui circulent, tout et son contraire. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, s'il y a un message qu'il faut rappeler et retenir, c'est qu'on passera cette 4e vague par la vaccination. Et qu'en attendant que cette couverture vaccinale soit complète et la plus grande possible, eh bien oui, il faut mettre en place des digues sanitaires. Ces digues sanitaires, c'est par exemple l'extension du pass sanitaire, c'est la vaccination obligatoire pour un certain nombre de publics qui sont à proximité directe de personnes sensibles. Et des mesures qui se prennent territoire par territoire également, voilà. Ville par ville, parfois par certains quartiers. Il y a beaucoup de touristes en ce moment, oui. Ils ne savent plus justement sur quel pied danser. Quand est-ce que je porte le masque ? Quand est-ce que je l'enlève ? Est-ce que je le mets au bord de la plage ? Est-ce que je le mets dans la ville ? Ils ne comprennent plus grand-chose. Là, le sujet, c'est effectivement d'être au cas par cas, parce que d'une région à l'autre, ça change, et qu'on voit qu'effectivement, l'épidémie est encore plus virulente sur les côtes littorales, en fait, sur tout le littoral. Donc, il a été pendant très longtemps, souvenez-vous, au mois de décembre, mois de janvier, on disait attention, tout est décidé en haut par un seul homme, machin, etc. Donc là, il s'agit aussi de laisser des marges de manœuvre au local, aux élus locaux en direct ligne avec les préfets, pour pouvoir adapter ces mesures. Donc ensuite, si la situation commence vraiment à s'envenimer, des mesures nationales seront prises. Justement, Jean-François Corti, les chiffres du moment vous inquiètent-ils ? Ils ne sont pas très bons, parce qu'effectivement, on voit que les seuils d'urgence, qui sont 50 pour 100 000 habitants, sont dépassés dans plusieurs départements, voire plusieurs régions. Donc on voit que l'épidémie s'accélère, que l'incidence augmente. Et donc c'est un mauvais signe. Et dans le même temps, on n'est pas du tout dans la même situation que les vagues précédentes, puisqu'on a un atout majeur qui est la vaccination. Donc il y a un mélange à la fois d'inquiétude de voir une situation qui peut se détériorer, et dans le même temps, une couverture vaccinale qui s'étend, et avec l'idée principale qu'il faut accentuer l'accès inconditionnel à la vaccination. Et ça passe par 2 stratégies majeures que sont plus de dispositifs opérationnels de proximité, ce qu'on appelle de l'aller vers, dans des endroits où on sait que l'accès aux soins est souvent difficile. Et on le voit bien aujourd'hui, les personnes qu'il faut aller chercher, les précaires, les personnes âgées, fragiles, qui n'ont pas été encore vaccinées, ont souvent un lien fort avec la précarité. Donc il faut être en proximité avec des dispositifs d'accès inconditionnel, et puis avoir des messages de santé publique, ce qu'on appelle la promotion de la santé, qui soient ciblés pour ce type de personnes. On le sait, et on le sait
sait, dans l'accès aux soins global, dans la précarité, beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes pour se faire soigner ou pour se faire vacciner. Donc il faut des messages ciblés pour leur dire vous avez aussi le droit de vous faire vacciner. C'est la meilleure arme pour lutter contre les formes graves de la maladie. Il n'y a pas de risque majeur à se faire vacciner. Il faut y aller, mais il faut leur donner envie, confiance et il faut leur donner des dispositifs de proximité. Alors avant de poursuivre ce débat avec tous les cadres, j'aimerais qu'on écoute Jean-François Delfraissy, le patron du Conseil scientifique. Il était ce matin l'invité de BFM TV. Pour cette période qui vient, des semaines, il n'y a aucun remède miracle, aucune solution miracle. La solution, elle est tous entre nos mains. C'est-à-dire qu'il faut revenir, alors qu'on est à 25 000 nouvelles contaminations par jour et que ça va monter. On s'attend à ce que ça monte à beaucoup plus pour la période de début août. On va dépenser les 50 000, c'était le pic de la dernière vague. Je pense qu'on arrivera aux 50 000 probablement début août. Hein. C'est dans les prévisions, entre guillemets, de ce qui devrait arriver. David Guiraud, 50 000 malades par jour, courant août. C'est un chiffre qui est absolument lunaire. Est-ce que le gouvernement, les partis d'opposition, tous les députés, tous les sénateurs, il ne devrait pas y avoir une sorte de front commun en ce moment contre la maladie? Et on a le sentiment que vous déchirez tous. Ah mais je ne sais pas si on se déchire, mais vous avez entendu La République En Marche. Le message est clair. Le message est on ne peut plus clair. Emmanuel Macron nous a dit qu'on va lever le masque, on va le remettre dans certains endroits. Vous aviez Olivier Véran sur Combini, je crois que c'était le 14 juin, excusez-moi, il y a à peine un mois, qui était contre le pass sanitaire. Bon, maintenant il est obligatoire, mais c'est clair, hein. Mais il est obligatoire. D'ailleurs, si vous l'avez pas, vous risquez de perdre votre boulot si vous le présentez pas sur votre lieu de travail. Évidemment. Tout est clair. Donc dans le RER B, qui est un open space où on peut respirer et circuler librement, là par contre, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est tellement clair qu'on va être contrôlé par des policiers qui, eux, dans l'exercice de leur fonction, n'auront pas besoin de passe sanitaire dans l'exercice de leur fonction. Oui, ça donc, non, mais il y a un moment, en fait, non, mais juste, il y a un moment, il faut se rendre compte. Et prendre ses responsabilités. Non, c'est juste que ce que vous dites n'est pas clair. Je vais parler de 30 secondes. Je vais me permettre justement. Non, mais justement, c'est intéressant. Vous dites que c'est pas clair. Vous lui répondrez dans une seconde. Voilà, je suis là pour vous apporter de la clarté. Vous êtes bien au courant que nos forces de l'ordre, nos gendarmes, nos policiers sont aussi des femmes et des hommes comme vous et moi. Une fois l'uniforme enlevé, ce sont des femmes comme vous et moi. Donc quand ils vont aller au restaurant, quand ils vont aller dans un bar, quand ils vont aller peut-être voir leur famille à l'hôpital pour une raison X ou Y, ils vont aussi présenter un pass sanitaire. Et forcément, ils sont incités à aller se faire vacciner. C'est bien pour ça que j'ai précisé dans l'exercice de leur fonction. Mais ils vont se faire vacciner de toute façon. Qu'est-ce que vous en savez s'ils ne sont pas obligés? Pardon? S'ils ne sont pas obligés? Non, mais dans l'exercice de leur fonction, ce seront les seuls. Pardon. Attendez, non. Pardon. Dans l'exercice de leur fonction, il y en a deux. Il y a deux professions qui ne seront pas obligées. Les députés et les policiers. Voilà, j'en connais pas d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les seuls que je connais qui ne sont pas obligés. C'est-à-dire qu'on va se faire contrôler par des gens qui possiblement n'ont pas le vaccin. Je rappelle que vous êtes en train de... Je vous rappelle juste qu'on est... Juste une question. Les députés, écoutez, les députés ne vont pas contrôler les gens. Attention à ce que vous dites. Mais quel est le sens de dire aux gens... On aura le temps de débattre de tout ça dans une seconde. David Guiraud, j'ai juste une question pour vous. Vous, au pouvoir, par exemple, qu'est-ce que vous auriez mis en œuvre contre le Covid ? Un pass sanitaire, oui ou non? Non. Ah non, absolument pas. Une vaccination obligatoire, oui ou non? Non. Qu'est-ce que vous auriez fait concrètement? Alors concrètement, ce qu'on aurait fait, c'est que... Bah oui, on aurait dit qu'il fallait anticiper, Madame Thévenot, puisqu'on a prévenu. Non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que... Pardon, mais si je peux en aligner une. Vous avez un Gabriel Attal qui nous disait il y a 2 mois que les signaux étaient au vert. Pendant que des médecins, pendant que des responsables politiques de la France Insoumise, il y avait Éric Coquerel, il y avait Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs sur votre antenne il l'avait dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y avait un risque de 4e vague et que donc il fallait s'organiser. Je redis la même chose. À chaque fois qu'on est au bord du gouffre, forcément c'est compliqué de prendre des mesures. Donc il faut s'organiser un petit peu en avant. J'ai fait la dernière fois une proposition concrète. Il paraît qu'il va y avoir, selon M. Delfraissy, un nouveau variant à la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Les enfants ne sont pas vaccinés, donc ils vont aller à l'école. Donc s'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils vont à l'école et que toute la population ne sera pas vaccinée, parce que dans un mois, toute la population, je suis désolé, ne sera pas vaccinée, on a besoin de mesures concrètes. Par exemple, des purificateurs d'air pour que les enfants se contaminent moins à l'école. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se contaminer. Donc une fois qu'ils vont être contaminés, on va devoir fermer les classes. Une fois que les classes seront fermées, les parents devront s'occuper de leurs gamins. Résultat, ils auront plus le boulot. Et voilà ce qui va se passer. Donc, ça, c'est un exemple concret. On en reparle dans un instant. La vie quotidienne est chamboulée, on l'a compris. Et pendant ce temps, une partie des boîtes de nuit a rouvert avec ce que l'on redoutait, le retour des clusters. Après Bordeaux, il y a les Vosges. Vous êtes sur place, Kevin Drouan pour BFM TV. Beaucoup de cas après une soirée et 4000 cas contacts, c'est ça?
C'est ça, les chiffres sont assez considérables. 4000 cas contacts potentiels et 44 cas positifs au variant Delta. Alors ces 44 personnes testées positives ont tout en commun d'avoir profité de la réouverture de cet établissement, le Discopolis. C'est la plus grande boîte de nuit de la région, mais c'est surtout la seule qui avait rouvert ses portes il y a donc maintenant 2 semaines. Et à chacune des soirées, depuis 15 jours, il y avait donc dans cet établissement plus de 1000 personnes rassemblées ici. Et donc pour ce cluster, on estime à peu près à 4000 personnes cas contact potentiellement. Il y en a déjà 1000 qui ont été clairement identifiés par l'ARS et malheureusement les chiffres risquent d'évoluer défavorablement dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Pour le moment, l'idée est donc de figer, de contenir cette épidémie au niveau local. Et donc l'ARS a mis en place ici à Charmes, dans les Vosges, toute la journée, un centre de dépistage et un centre de vaccination temporaire. 142 personnes ont été vaccinées aujourd'hui. Et toutes les personnes présentes dans cet établissement, les soirées du 13, 16 et 17 juillet, sont invitées à se faire dépister au plus vite dans un centre de dépistage, en laboratoire ou bien en pharmacie. Quant au propriétaire des lieux, il affirme avoir respecté toutes les conditions, tout le protocole de réouverture. Le pass sanitaire était obligatoire et a été contrôlé systématiquement pour pouvoir pénétrer dans l'établissement. Et il y a eu également des centaines de tests antigéniques qui ont été réalisés ici même sur le parking afin de pouvoir entrer à l'intérieur de l'établissement. Mais il faut croire qu'il y a eu une faille quelque part. Alors une enquête sanitaire est en cours pour essayer de déterminer l'origine des contaminations, ou au moins un semblant d'explication. En attendant, la discothèque, vous le voyez, restera fermée ce week-end. C'est une décision des propriétaires. Kevin Drouan dans les Vosges avec Marie-Luf. On en parle tout de suite avec Rodolphe Alliot. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous êtes propriétaire d'une boîte de nuit, le Club, à Metz. Question toute simple, est-ce qu'il fallait rouvrir les boîtes de nuit ou pas? Bonjour, effectivement, je suis propriétaire du Club à Metz et j'ai une autre discothèque dans le 03 à Moulins, dans l'Allier. Effectivement, j'ai rouvert mes 2 clubs ce week-end. De toute façon, je veux dire, la question est... Aujourd'hui, on ne pourra jamais empêcher les jeunes de faire la fête, clairement. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, ils ont besoin de faire la fête, ils n'ont qu'une seule jeunesse, c'est le moment de leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, le pass sanitaire dans nos établissements, si les propriétaires de chaque club le font correctement, j'allais dire, aujourd'hui, on est quand même... Il y a des risques, bien sûr qu'il y a des risques. Ça veut dire quoi, le faire correctement, justement? C'est-à-dire l'appliquer à la lettre. On arrive devant la boîte de nuit, on présente un QR code, c'est ça? Oui. Et ensuite, il se passe quoi? Est-ce qu'il est scanné? Est-ce qu'on vérifie mon identité? Aujourd'hui, on a le QR code, on vérifie votre QR code. C'est pas très compliqué. Vous le vérifiez comment? Avec notre téléphone, on a un téléphone. D'accord. On prend le QR code sur le téléphone de notre client. C'est que des QR codes qui sont générés par des téléphones. Sur papier, c'est... il n'y a pas d'histoire. On le fait. C'est pas juste visuel. Vous ne vérifiez pas juste s'il y a un QR code sur un portable et on peut rentrer. C'est vraiment scanner, vérifier, authentifier. Écoutez, nous, la première soirée à Metz, la préfecture nous a contrôlé 2 fois dans la soirée et est venue 1 fois dans la discothèque. Donc nous, on a appliqué le protocole sanitaire à la lettre. C'est-à-dire que les gens, on les scanne à l'entrée, on contrôle leur carte d'identité et ensuite, ils s'inscrivent une nouvelle fois avec leur téléphone sur un cahier de rappel. Bon, en fait, vous êtes un bon élève, si j'ai bien compris. De toute façon, on n'a pas le choix d'être bon élève aujourd'hui. On doit montrer patte blanche. Si on ne montre pas patte blanche, après que les gens de ma profession... Alors vous, évidemment, vous semblez montrer patte blanche, mais certains de vos petits collègues, c'est pas le cas. Quand on voit les clusters qu'il y a eu à Bordeaux, les clusters qu'il y a eu dans les Vosges, il y a forcément eu une faille quelque part. Il y a peut-être une faille, je ne connais pas exactement les dossiers, mais en tout cas, s'il y a des mauvais élèves dans la profession, je ne vois pas pourquoi toute la profession ramasserait, entre guillemets, pour quelques mauvais élèves. Je ne dis pas que c'est des mauvais élèves, tant que la preuve n'a pas été donnée, attention, je ne vais pas parler de mal de mes collègues, tant que la preuve n'a pas été nette et claire qu'il y a une erreur de qui que ce soit. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, en ce moment, nous, ce qu'on veut, c'est les bons élèves ont le droit de continuer à travailler et les mauvais élèves doivent sanctionner. Et effectivement, nous, on s'embête tous les week-ends à appliquer la loi à la lettre. Alors, moi, mon frère se présente, il n'a pas son QR code sur son téléphone, il ne rentre pas dans mon établissement. On va faire simple. Je ne risque pas de tout perdre pour un client. Ça, c'est une bêtise énorme. Un client qui rentre, c'est un renard dans un poulailler, entre guillemets. On sait très bien. Aujourd'hui, si on fait passer une seule personne qu'on n'a pas contrôlée correctement, qui ne s'est pas inscrit derrière sur
voilà, on peut pas, il ne faut pas les faire rentrer, c'est pas compliqué. Après, il y a quand même un risque. Le risque zéro n'existe pas. Nous, on a proposé avec le syndicat au jour d'aujourd'hui, c'est de revenir en arrière sur la durée des 48 heures sur les tests PCR, de réduire la durée. Peut-être à 12 heures ou 24 heures. Merci Rodolphe Alliot, propriétaire du club à Metz, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du Parisien, service politique. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé un petit peu trop en besogne, notamment pour les boîtes de nuit? Un petit peu trop vite en besogne, vous voulez? Oui. Est-ce que c'est indispensable de les rouvrir cet été? Par exemple, M. Guéraud, qui est représentant de la France Insoumise, pense qu'au contraire, le gouvernement a pris trop de temps et n'a pas assez anticipé. Donc non, je ne crois pas qu'il soit allé trop vite en besogne. C'est peut-être à la limite le contraire, mais jusqu'à présent, me semble-t-il, les boîtes de nuit n'avaient pas le droit d'ouvrir. Donc il y a eu effectivement une sorte d'ouverture de la part politique, je veux dire, et juridique de la part du gouvernement, moyennant quelques contraintes qui sont celles que vous soulevez, qui ne sont en elles-mêmes pas un absolu, un idéal. Pourquoi? Parce que vous questionnez, monsieur, sur le fait de contrôler ou pas le QR code. C'est une chose. Les patrons de boîtes de nuit, je pense, en leur grande majorité, voire leur quasi-totalité, vont les contrôler. On sait très bien que le souci qui se pose, c'est est-ce qu'ils n'ont pas le droit de contrôler, et ils ne voulaient surtout pas le faire, avoir des pouvoirs de police et contrôler l'identité du client. On n'est pas obligé non plus d'imaginer que tous les Français sont des fraudeurs. Mais en tout cas, l'aspect fraude est réel et c'est certainement Sauf que dans ce cas-là, quelques fraudes peuvent créer des centaines, voire des milliers de cas contacts. Et oui, ça, c'est un sujet quand même. Mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous. Et il y a eu aussi un amendement hier qui a été déposé, qui va être revisité parce qu'il est trop catégorique, qui était de donner infliger des peines de prison et une amende extrêmement importante de 15 000 €, je crois, pour les clients. Responsabilisons les clients qui présenteraient des faux passes. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que le pass sanitaire, encore une fois, n'est pas parfait, qu'il ne faut pas prendre cette mesure. On a bien compris, je pense que tout le monde a compris, même si certains estiment que c'est trop tard ou insuffisant, je ne sais pas. Non, mais je vais vous dire, il y a quelque chose d'encore plus problématique là-dedans. Peut-être, mais en tout cas, ça permet tout de même de maintenir une liberté de déplacement dans une relative sécurité sanitaire. Voilà, encore une fois, le gouvernement et toute la France, je pense, est sur une ligne de crête à vouloir, d'un côté, limiter le plus possible les risques d'épidémie, de contamination, tout en limitant le plus possible les atteintes aux libertés individuelles qui posent un vrai problème politique. On l'a entendu hier dans l'hémicycle, on l'a certainement entendu aussi tout à l'heure au Sénat, et on l'entend et on risque de l'entendre de plus en plus souvent dans les rues avec les manifestations qui vont encore avoir lieu demain et qui risquent de se pérenniser, en tout cas après les vacances. Alors juste avant de partir au Sénat, une réponse très rapide. Oui, moi j'ai peur qu'on soit en train de faire une grosse erreur. Je vous explique laquelle. Quand on est vacciné au Covid, quand on a la double dose, on peut quand même être infecté par le Covid. J'en ai dans mon entourage des gens qui ont la maladie et qui ont les symptômes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on fait une grosse erreur si on considère qu'une fois qu'on a la double dose et qu'une fois qu'on a le pass sanitaire, ça y est, on ouvre tout, on peut tout faire. Parce que là, le jour où vous vous retrouvez dans une boîte de nuit, dans un système où on pense qu'en gros, tout le monde peut lever le masque, s'amuser, etc., alors qu'il peut contracter le Covid et le diffuser. Mais là, je pense que c'est une erreur, effectivement, de l'exécutif de dire que ceux qui sont vaccinés peuvent enlever le masque à l'extérieur. Mais est-ce que c'est une raison? On aura le loisir. À l'intérieur. À l'intérieur, voilà, c'est une question, c'est vrai. Et on aura le loisir d'en reparler dans une minute. Avant, j'aimerais qu'on retrouve Perrine Vasque, parce qu'en ce moment, il y a les sénateurs qui étudient le projet de loi voté en première lecture très tôt ce matin par les députés. Alors ça a été long, ça a été compliqué. Mais cette fois-ci, Perrine, la navette devrait être un petit peu plus rapide. Oui, absolument. En général, les débats sont moins passionnés, moins passionnels ici au débat que sur les bancs de l'Assemblée. Regardez la preuve, Les sénateurs se sont réunis en commission cet après-midi pour étudier le texte voté par l'Assemblée nationale. Cette commission s'est terminée vers 18h et le feu vert des sénateurs a été donné au pass sanitaire. Mais attention, dans le cadre de l'état d'urgence qui, dans ce projet de loi, doit aller jusqu'au 31 décembre. Il y a eu des amendements également qui ont été déposés par les sénateurs
secteurs comme celui excluant du pass sanitaire, les centres commerciaux, les grands magasins. On entendait effectivement, depuis que nous sommes arrivés à midi au Sénat, que Philippe Bas souhaitait particulièrement que les centres commerciaux ne soient pas soumis à ce pass sanitaire. Mais globalement, ici, les sénateurs, ils ont de tous bords d'ailleurs envie de respecter le calendrier. Personne n'a envie de resiéger la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter les sénateurs. Le Sénat a déjà beaucoup débattu en réalité en commission, dans différents travaux sur ces sujets. Donc on sait qu'il y a une grande majorité ici favorable à la vaccination des soignants. Qu'il y ait un débat en démocratie, c'est légitime et naturel et chaque groupe fera valoir ses positions. Ce que souhaite notre groupe de la majorité présidentielle, c'est que nous puissions aller vite pour répondre aux attentes des Français face à cette maladie terrible. Tout doit être fait pour accélérer. Mais attention, ce délai de débat, il va être très court. Finalement, les sénateurs n'auront que demain pour débattre de ce texte. Environ 300 amendements ont été déposés. Pour l'instant, on est loin du millier, voyez, déposés à l'Assemblée nationale. Ce soir, à 21h30, Olivier Véran, le ministre de la Santé, sera dans l'hémicycle pour la discussion générale. Mais les débats ne vont commencer que demain matin. Si tout va bien, nous disent les députés, il devrait se terminer demain soir pour que tout se termine dimanche soir. Parce qu'entre-temps, il va falloir que Sénat et Assemblée nationale se mettent d'accord sur ce texte. Perrine Vasque depuis le Palais du Luxembourg avec Médéric Soltani. Yannick Halimi, on a l'impression que les sénateurs sont peut-être un peu plus disciplinés, un peu plus sages que les députés cette semaine. Je ne sais pas s'ils sont disciplinés ou sages, mais en tout cas, votre journaliste l'a fort bien dit, il y a eu un vrai travail de fond. C'était le cas aussi à la commission des lois du Sénat, mais c'est vrai que les principes d'origine, si vous voulez, la démarche des sénateurs, pourtant à majorité LR et centriste, donc plutôt dans l'opposition à Emmanuel Macron, contrairement à l'Assemblée nationale, était plutôt ouverte, Gérard, au projet de loi sanitaire. Plutôt très ouverte. C'est plus que sur le principe des mesures contenues dans le projet de loi, c'est plutôt sur leur applicabilité et sur le contrôle des mesures mises en place. Et Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, encore une fois, LR, avait donné un peu le ton à la posture et à la méthode politique qu'allaient enclencher les sénateurs aujourd'hui et demain, qui était effectivement celui-là, les atteintes à la liberté peut-être, mais la véritable atteinte aux libertés, c'est le confinement. Ce n'est pas ni la vaccination, ni le pass sanitaire. Donc ceci explique cela. C'est vrai que les sénateurs, paradoxalement, encore une fois, puisqu'ils sont de fait dans l'opposition, sont plus ouverts au consensus et au compromis et dans le soutien à ce projet de loi que ce qu'ont pu démontrer les oppositions dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Presca Thévenot, on a entendu Jean Castex parler cette semaine, Emmanuel Macron parler avant le 14 juillet. Est-ce qu'ils ne se sont pas trop avancés ? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont fait des annonces, une belle communication, en oubliant peut-être de dire qu'il y avait des votes après, ça passait à l'Assemblée, ça passait au Sénat. Et les Français ont cru en fait que les annonces s'appliqueraient tout de suite maintenant. Non, il a toujours été clair. Le président, c'est le fonctionnement de la République, de la Ve République. Le président a donné un cap dans le cadre d'un contexte sanitaire qui est extrêmement grave et inquiétant. Et ensuite, tout se déroule de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a du travail en commission qui a été fait dans la nuit de mardi, un travail au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat, et puis ensuite même le Premier ministre l'a dit lui-même, il saisirait le Conseil constitutionnel. Donc non, les choses sont respectées. Par contre, c'est vrai que la cadence doit aller un peu plus vite que d'habitude parce que lui, le virus ne s'arrête pas pendant que ce travail parlementaire se fait. Moi, sur le point sur lequel je voulais réagir, c'est qu'on a beaucoup entendu dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale les députés et le banc de la France insoumise venir dire qu'ils défendaient ces mesures parce qu'ils défendaient justement les Français contre ces mesures qu'ils jugeaient discriminantes et liberticides. Mais est-ce que je dois vous rappeler que vous êtes le groupe qui avait proposé de mettre en place une société de roulement ? Qu'est-ce qu'une société de roulement si ce n'est une société discriminante et liberticide ? C'est-à-dire concrètement, pendant une semaine, on dit à un groupe de personnes, mettez-vous de côté et restez enfermés chez vous, et un autre groupe de personnes, je ne sais pas sur quels critères d'ailleurs, d'avancer. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, c'est peut-être... pas ça. Attendez, écoutez. Oui, d'accord, mais c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est pas ça la société de roulement. C'est pas que les gens arrêtent de travailler pendant une semaine et que les autres travaillent pendant l'autre semaine. C'est pas ça du tout. On dit juste, mais sur quels critères en fait? Par exemple, vous prenez des secteurs de travail, vous regardez les horaires. Vous savez, fut un temps en France, il y avait ce qu'on appelle le bureau des temps, c'est-à-dire carrément sous De Gaulle, là, il y avait des gens qui réfléchissaient à comment on organisait les métiers pour pas que les transports soient bondés, par exemple. Voilà. Comment est-ce qu'on fait en sorte que certaines filières de métiers, je sais pas, vous regardez à la Défense, vous regardez à la Défense, tout le monde arrive en même temps. Vous regardez sur certaines lignes, tout le monde arrive en même temps. Donc vous débrouillez pour que les gens. Vous pouvez pas me poser une question et m'empêcher de répondre. C'est par exemple, vous faites en sorte qu'il y ait des secteurs de métiers, il y a certains pans de la société qui arrivent au boulot 1 heure plus tard ou 1 heure plus tôt. Et concrètement, puis, ça se passe comment? C'est ce que je viens de vous dire. Vous regardez un corps de métier ou alors vous regardez une ligne d'arrivée. Je sais pas, vous regardez à la Défense, par exemple, vu que tout le monde y va en même temps, vous faites en sorte que certains corps de métier, certaines entreprises, certains secteurs. Et vous savez très bien que dans les faits, ce n'est pas possible. J'aimerais qu'on écoute quand même. J'aimerais qu'on écoute l'avis aussi du médecin, s'il vous plaît, parce qu'on vous a pas beaucoup entendu. J'aimerais savoir vous ce que vous pensez de voir. Ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment. On a vu les députés s'écharper pendant plusieurs jours. Quand vous voyez, on est en une crise sanitaire sans précédent, on est censé le régler et on voit des députés de toutes les oppositions avec le gouvernement s'écharper sur ce sujet-là. Vous, en tant que médecin, vous qui voyez les malades au jour le jour, ça vous fait quoi ? D'abord, j'estime que dans une démocratie sanitaire, c'est normal qu'il y ait des affrontements verbaux, idéologiques et que c'est plutôt sain, on va dire. Il y a d'autres pays où ça ne se passe pas comme ça. Et on ne discute pas, même si on n'est pas d'accord. Ce qui est clair, c'est que la tension entre les enjeux sanitaires, sociaux, économiques, ça fait depuis le début qu'elle existe. Dans la jauge qu'on doit mettre en avant entre confinement, pas confinement. Est-ce qu'il faut que les enfants aillent à l'école ou pas? Et comment on fait en sorte que chacun puisse travailler et avoir des ressources dans un contexte où, je le rappelle, cette épidémie l'a fait basculer près d'1 million de Français dans la grande précarité. Aujourd'hui, on a 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'on va avoir probablement 50 000 cas dans les jours qui viennent par jour. Par jour, c'est ce que disait le professeur Delfrécy ce matin. Mais l'interrogation, c'est est-ce que ça va être des cas sévères? Et la vaccination, en théorie, fait en sorte que l'on n'est pas... on peut faire le Covid, mais on est censé faire des formes moins graves. Donc ce qui va être intéressant de suivre, c'est évidemment l'incidence de l'épidémie. Ça va être aussi l'impact sur le système de santé, la capacité des hôpitaux à absorber ou pas, parce que c'est ça l'enjeu. Et ça va être la capacité de vacciner en parallèle. De mon point de vue, l'incertitude, c'est un variant, une notion qui existe depuis le début parce qu'on ne connaît pas cette situation, c'est nouveau. Donc, qu'on soit de droite comme de gauche, je pense que tous les gouvernements auraient été en difficulté pour gérer. En revanche, ce sur quoi je pense qu'il faudrait davantage insister, c'est effectivement qu'il faut préparer les mois à venir, la rentrée notamment scolaire, parce qu'on sait que les enfants ne seront pas vaccinés, parce qu'on sait que les écoles sont des lieux de cluster importants, parce qu'on sait que ça va diffuser. Donc, profiter de cette situation pour renforcer la vaccination, renforcer des messages très spécifiques sur les personnes qu'on doit aller chercher se faire vacciner, et puis préparer, renforcer l'hôpital où les autres pathologies sont moins bien prises en charge, mettre plus de moyens à l'école, anticiper ces situations où on sait que demain, le variant sera actif, il y aura d'autres variants, donc créer les conditions d'une anticipation. Voilà, ça je pense que c'est la bonne chose. Et encore une fois, sur le pilotage à vue, je dirais que peu importe la couleur politique, on en serait tous au même niveau aujourd'hui. Alors vous restez avec nous sur ce plateau. On va parler à présent des gares, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les gares en ce moment. Il y a des départs, il y a des arrivées. Antoine Magnan, vous êtes à la gare à Montparnasse à Paris. Est-ce que les voyageurs verront leur passe contrôlés ce week-end ? Alors, contrôler quant à leur vaccination, leur immunité ou leur test PCR et antigénique, non, pas encore. Pour prendre le train, la mesure et le pass sanitaire, ils seront contrôlés obligatoires à partir de début août, à peu près en même temps d'ailleurs que pour les bars et les restaurants. Mais ça concerne quand même les voyageurs que nous avons pu rencontrer ici, gare Montparnasse, qui partent en vacances, parfois pour plusieurs semaines. Vous l'aurez compris, il leur faudra revenir en train et donc présenter un pass sanitaire. Et tous ont à peu près pris leur disposition. Je vous propose de les écouter. Non, moi je me suis pas encore fait vacciner, je vais y aller en vacances là, parce que chez moi où j'habite tout est complet jusqu'au 15 août et vu que je travaille, si je suis pas vacciné avant le retour du 1er août, je peux être licencié, donc je vais être obligé pendant la semaine de me faire vacciner là où je vais. Non du tout, parce que j'ai déjà le pass sanitaire. Je l'ai depuis une semaine, j'ai eu les 2 doses de vaccin, donc tout va bien. Je l'avais fait avant qu'ils annoncent de manière l'obligation du pass sanitaire.
Des voyageurs qui vont être nombreux ce week-end. 900 000 sont attendus sur les 3 jours dans les gares françaises. Et pour certains d'entre eux, le Covid et les restrictions vont s'inviter sur leur lieu de vacances. C'est le cas par exemple en Charente-Maritime où le port du masque à l'extérieur a été rendu obligatoire dans 45 communes. Ou encore plus au sud dans les Pyrénées-Orientales où les bars et les restaurants devront fermer leurs portes à 23h. Antoine Magnan depuis la gare Montparnasse à Paris avec Arnaud Pétier. Yannick Halimi, si on doit contrôler chaque voyageur qui prend le train, ça va être un sacré bazar, ça encore. Je crois que Monsieur Djebari, le ministre des Transports, a bien dit que ça n'allait pas être effectivement les centaines de milliers de voyageurs qui passent par les gares françaises chaque jour, en tout cas pendant les vacances, qui allaient l'être. Mais votre reportage, je pense, peut nous donner beaucoup d'optimisme, parce que vous en pensez, docteur, c'est que on dit tous que tout le monde n'y comprend rien. Alors c'est vrai qu'il y a des mesures, comme vous le disiez, monsieur, qui peuvent paraître incohérentes et qui sont compliquées à comprendre selon le territoire où l'on est, selon la date, c'est vrai. Mais à entendre encore une fois votre reportage et auprès des jeunes, donc qui pourraient, d'après ce qu'on dit, ne pas se sentir concernés, vu que s'ils l'attrapent, ce seraient des formes légères, même s'ils peuvent contaminer des gens qui, eux, sont à risque. Bref, ont plutôt compris, semble-t-il, l'intérêt sanitaire personnel et collectif qu'ils avaient à se faire vacciner ou avoir un pass sanitaire. Donc la situation est suffisamment dramatique comme ça, suffisamment compliqué, et on n'a pas parlé de la situation économique à la rentrée qui risque de s'aggraver pour les mois qui viennent, pour ne pas en rajouter. J'ai l'impression que l'opinion publique et la société civile comprend, même si c'est à l'insu de son plein gré, si je peux me permettre, après le Tour de France qui vient de se passer, comprend tout à fait ce qu'on leur demande. Docteur Corti, ça vous rassure justement de voir des jeunes, des touristes qui sont plutôt de bonne volonté ? Oui, toute la journée, aujourd'hui, j'ai vacciné des personnes qui étaient conscientes de la menace, qui avaient intégré le risque, qui ont compris que se faire vacciner, c'était à la fois bénéfique pour eux et pour les personnes qui sont censées rencontrer et qui sont potentiellement à risque. Donc, voilà, cette réalité d'intégrer la menace, on la voit tous les jours, et dans la grande majorité des cas, les personnes souhaitent suivre les recommandations, même si elles sont parfois compliquées. Donc c'est une réalité. Moi, ce que je pense être nécessaire, c'est de continuer à proposer un cadre qui doit pouvoir évoluer en fonction des indicateurs de la maladie, en fonction de l'incidence et autres, et se fonder sur la confiance qu'on peut avoir à nos concitoyens. Je rappelle, sur les débuts de la vaccination, il y avait des priorisations de personnes vaccinées, les personnes à risque étaient prioritaires, et lorsqu'elles venaient dire qu'elles étaient à risque, c'était déclaratif. On n'allait pas chercher si elles avaient une immunodéficience, si elles avaient telle ou telle pathologie qui était une indication à la priorisation de la vaccination. Donc le côté déclaratif et le côté confiance de nos concitoyens doit, de mon point de vue, être un invariant qui conditionne les choix politiques. Parce que, évidemment, en fonction de l'évolution de l'épidémie, en fonction des régions, et aujourd'hui, on a en capacité de faire une distinction, ce qui n'était pas le cas au début, des incidences d'épidémie en fonction des régions, faire des ajustements en fonction des lieux d'incidence de l'épidémie, de la capacité d'absorption des hôpitaux et de la capacité de vacciner. Ce qui est clair, c'est qu'il faut encore pouvoir, et on le peut, augmenter la capacité de vaccination et de proximité pour tous nos concitoyens. Alors on parlait justement des contrôles qui pourront avoir lieu dans les trains dans les jours qui viennent. Je me tourne vers vous, David Guiraud, parce que hier il y a Mathilde Panot, qui est vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui a écrit sur Twitter que ce pourrait être des contrôles au faciès. Elle parlait de contrôles de Noirs et d'Arabes. Oui, et alors est-ce que c'est pas un dérapage justement? Est-ce que le fait de contrôler des gens de manière aléatoire dans le train, est-ce que c'est forcément des contrôles au faciès? Ce qu'a voulu dire Mathilde Panot, c'est que vous avez une enquête du défenseur des droits qui prouve que les contrôles aléatoires, en réalité, c'est souvent des contrôles discriminatoires. Aux abords des gares... Et là, ils n'ont pas encore commencé ces contrôles à la SNCF. C'est le défenseur des droits. C'est pas aux abords des gares, vous avez plus de chances de vous faire contrôler, 8 fois plus quand vous êtes noir ou arabe que quand vous êtes blanc. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, on peut discuter pendant des heures de ça. Moi, je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante dans le débat. La défenseur des droits, pardon, soyons précis, en l'occurrence... Elle s'est exprimée là-dessus, donc c'est un sujet, je suis désolé. Sanitaire, non, elle ne parlait pas du contrôle du pass sanitaire, elle parlait des contrôles d'identité aléatoires. Mais bon, franchement, honnêtement, c'est pas le point majeur de cette discussion. Vous avez quand même insulté plein d'agents qui n'ont rien demandé. Non, je pense juste que le pays n'est pas fait pour ça. Je pense que les Je me permets de vous poser la question parce que ça fait beaucoup réagir au sein même de la SNCF, l'état-major de la SNCF. Donc voilà, je voulais juste un éclaircissement sur ce sujet. Je vais vous dire, je pense que ni les policiers, ni les agents SNCF n'ont envie de faire ces contrôles-là. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas envie. Je pense que c'est pas leur vocation. Ils n'ont pas fait leur métier pour fliquer
les gens de cette manière-là. Voilà. Et j'ai beaucoup de retours aussi d'agents SNCF, de policiers qui ne veulent pas que leur métier serve à ça, parce que ça crée de la défiance envers eux-mêmes. Après, ils savent très bien que ce genre de contrôle, ça va créer des visions de leur métier de la part des gens qui va être très dommageable pour eux-mêmes. Et on a entendu votre réponse, maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a donc les trains à partir du début du mois d'août et aussi les restaurants. Il va falloir montrer son passe sanitaire si on veut dîner. Mais en Haute-Corse, où vous vous trouvez, Élise Bretteau, certains restaurateurs ont décidé de l'appliquer très prochainement, ce soir, demain même. Oui, bonsoir. Effectivement, nous sommes avec l'un des restaurateurs, avec Jonathan Marie, qui est l'un des testeurs de ce pass sanitaire. Alors ça y est, je vous ai vu scanner plusieurs personnes. Comment ça se met en place ? Écoutez, ça se met en place de manière très bien. Hein, si vous voulez, on a téléchargé dans l'application Tous Anti-Covid Vérif, donc celle-ci, sur Apple Store. Voilà. Ensuite, il suffit d'avoir le programme le scanner. Et avec ceci, j'arrive à scanner donc les passes sanitaires qui m'indiquent s'il est valide ou positif ou non positif. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que d'une expérimentation. Il n'est pas encore obligatoire. Comment réagissent les clients ? Pour le moment, plutôt bien, hein, puisque déjà c'est expérimental, donc tout le monde rentre en signant le cahier ou avec le pass sanitaire. Pour le moment, ça passe bien. Il y a pas mal. Il y a bien sûr les clients, 50%, voire 60% des clients que je contrôle ont le pass sanitaire. Donc pour le moment, c'est encourageant. Qu'est-ce que vous pensez de cette anticipation ? Ça vous permet un petit peu de voir comment ça peut se passer, comment les clients réagissent ?